Il existe une idée discrète que beaucoup pressentent sans jamais réussir à la formuler, une sorte d'intuition intime qui apparaît lorsque l'on cesse de courir derrière des réponses extérieures. C'est ce moment où l'on commence enfin à comprendre que le bonheur durable n'a jamais dépendu d'une personne, d'une validation ou d'un geste particulier, mais d'un ancrage intérieur qui se construit lentement, presque, presque en silence. Lorsqu'on observe nos relations et nos attentes, on réalise que l'erreur la plus fréquente consiste à croire que quelqu'un d'autre détient la clé de notre équilibre. Pourtant, plus on attend d'un regard, d'un message ou d'une présence, plus on se fragilise sans s'en rendre compte. La véritable stabilité naît lorsque l'on replace la responsabilité de notre paix à l'intérieur de nous, dans ce territoire personnel que personne ne peut retirer ou offrir à notre place. C'est une prise de conscience simple, mais elle change tout. On ne s'appartient vraiment qu'à partir du moment où l'on cesse de se définir selon les réactions des autres. Ce processus n'a rien à voir avec l'indifférence ou la distance émotionnelle. Il s'agit plutôt d'un apprentissage progressif où l'on découvre comment reconnaître nos propres besoins avant d'espérer que quelqu'un les comble. Trop souvent, on confond attention et affection, disponibilité et engagement, gentillesse et véritable implication. Lorsque l'on attend des autres qu'ils remplissent des espaces que l'on n'a jamais explorés soi-même, on se met involontairement dans une posture d'attente perpétuelle. Comprendre cela demande du temps, mais ce temps n'est jamais perdu. On commence à distinguer la différence entre le réconfort que l'on croit recevoir et la paix intérieure que l'on construit de manière autonome. Plus on avance dans cette introspection, plus on perçoit que notre bonheur se renforce chaque fois que l'on récupère un fragment de notre énergie dispersée auprès de ce qui ne répondait pas réellement à nos attentes. Ce retour vers soi s'accompagne d'une forme particulière de lucidité. On remarque que certaines déceptions n'étaient pas liées à la mauvaise volonté des autres, mais à nos projections, à notre désir, parfois urgent, de remplir un vide intérieur par des relations qui n'étaient pas faites pour le faire. Cette lucidité, loin d'être douloureuse, devient un appui solide. On réalise que la paix intérieure ne se construit ni dans l'obsession, ni dans la dépendance, mais dans la capacité à rester présent pour soi-même, même lorsque ce que l'on espérait ne se manifeste pas. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer ou de renoncer aux relations humaines, mais de replacer chaque lien dans un cadre plus juste. Lorsque l'on arrête de demander à quelqu'un d'être la source de notre sérénité, la relation devient plus légère, plus vraie, moins chargée d'attentes silencieuses. C'est précisément dans cet ajustement que commence le secret du bonheur intérieur. Ce secret n'est pas mystérieux, il n'est pas réservé à quelques personnes disciplinées ou détachées du monde. Il prend naissance dans des gestes simples, comme s'écouter réellement, comprendre d'où viennent nos émotions, reconnaître les signes de fatigue mentale avant qu'elles ne nous submergent. Il émerge lorsqu'on choisit de ne plus remettre son équilibre entre les mains d'un autre être humain, aussi bienveillant soit-il. Cette décision crée une stabilité nouvelle. On cesse de trembler à chaque absence, à chaque silence, parce que l'on a appris à ne plus se déconnecter de soi-même. Paradoxalement, cette autonomie ne nous éloigne pas des autres, elle améliore au contraire la qualité de nos liens, car on ne demande plus au monde de réparer ce que l'on peut soigner intérieurement. Au fil du temps, on découvre que la recherche constante d'attention finit par créer une agitation intérieure difficile à apaiser. On croit souvent que cette agitation provient du comportement des autres, mais elle prend racine dans une manière de se percevoir soi-même. Lorsque l'on vit dans l'attente d'un signe extérieur pour se sentir valorisé, on développe une forme subtile de dépendance émotionnelle, presque imperceptible au début, mais qui s'installe profondément. Cette dépendance ne consiste pas à vouloir contrôler l'autre, mais à espérer que sa présence confirme notre importance. Or, plus on attend cette confirmation, plus on se coupe de notre propre source de stabilité.
C'est dans ces moments que l'on comprend la nécessité d'un retour vers l'intérieur, non pas comme une fuite, mais comme une reconstruction essentielle. Ce retour vers soi s'opère souvent dans des périodes de silence ou d'incertitude, lorsque quelqu'un s'éloigne, ne répond pas ou n'accorde pas l'attention que l'on espère, notre esprit crée des scénarios, interprète des silences, cherche des explications. Ces mécanismes sont naturels, mais ils deviennent épuisants lorsqu'ils se répètent. On finit par confondre l'absence de réponse avec un manque de valeur personnelle. Et pour sortir de ce cercle, il faut réapprendre à interpréter les événements avec une autre perspective. Le comportement d'autrui n'est pas une mesure de notre mérite. Il reflète simplement les priorités de cette personne, son rythme, sa disponibilité émotionnelle. Lorsque l'on réalise cela, le poids du silence change de sens. Il cesse d'être une blessure et devient un indicateur. On ne se juge plus, on observe. Cette observation apporte une forme de liberté. Elle nous permet de voir les relations sans les illusions que l'on y projetait, lorsqu'on ne s'accroche plus à la moindre attention reçue comme à une preuve d'amour ou d'importance. Nos liens deviennent plus sincères. On arrête de chercher des signes cachés là où il n'y en a pas. On cesse d'embellir des comportements incohérents pour protéger une image idéalisée de l'autre. Cette lucidité, loin de rendre les relations plus froides, les rend plus authentiques, car on ne joue plus le rôle de quelqu'un qui mendie inconsciemment de la validation. On devient capable d'accueillir ce qui vient, mais aussi de reconnaître ce qui manque sans se blâmer. À mesure que cette clarté intérieure s'installe, on remarque que certaines relations perdent leur place tandis que d'autres se renforcent. Les liens qui nécessitaient un effort constant pour exister se dissolvent naturellement, comme si le simple fait de ne plus courir leur retirait leur force. Au contraire, les liens nourrissants, ceux qui se construisent sur une présence sincère et cohérente, prennent une nouvelle profondeur. On commence à ressentir la différence entre quelqu'un qui est là par habitude et quelqu'un qui est là par choix, et cette distinction change notre manière d'aimer, de donner et de recevoir. On apprend que la présence véritable ne se quémande pas. Elle se constate dans les gestes simples, dans la constance tranquille, dans la manière dont une personne se souvient de nous sans qu'on ait besoin de le rappeler. Peu à peu, une vérité s'impose. On ne peut vivre en paix tant que notre bonheur dépend des mouvements imprévisibles des autres. Cela ne signifie pas que l'on doive se fermer ou s'isoler, mais que l'on doit construire un espace intérieur suffisamment solide pour rester stable, même lorsque le monde extérieur vacille. Cet espace se crée avec patience, honnêteté et douceur envers soi-même. Il se nourrit de l'acceptation de nos fragilités, de la reconnaissance de nos besoins, de la capacité à se donner ce que l'on attendait autrefois des autres. C'est dans cette construction lente et profonde que réside le véritable secret du bonheur intérieur, celui qui ne s'effondre pas lorsque quelqu'un s'éloigne, celui qui ne change pas au rythme des humeurs ou des absences. À un moment, on réalise que l'un des plus grands malentendus émotionnels consiste à croire que l'insistance peut créer un lien solide. On pense parfois que multiplier les efforts, rappeler sa présence ou maintenir un fil qui s'effiloche suffira à changer la dynamique d'une relation. Pourtant, cette insistance traduit souvent une peur plus profonde, la peur de perdre une possibilité, un avenir imaginé, ou simplement la peur du vide. Lorsqu'on s'accroche à quelqu'un qui ne montre pas le même élan, on ne défend pas une relation réelle, on protège surtout l'histoire que l'on s'était racontée. Reconnaître cela demande du courage, car cela implique d'accepter que nos attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Mais c'est dans cette acceptation que se trouve l'un des premiers gestes de liberté intérieure. Cette liberté apparaît lorsque l'on comprend que l'affection authentique ne se construit jamais dans la course. Plus on poursuit quelqu'un qui ne revient pas vers nous avec la même intensité, plus on perd contact avec nos propres besoins.
C'est comme marcher sur un chemin qui dévie toujours un peu plus de notre trajectoire jusqu'à ce que l'on ne sache plus très bien où l'on allait au départ. La véritable connexion repose sur une réciprocité naturelle, un mouvement spontané des deux côtés, sans pression ni déséquilibre. Lorsque l'on ressent qu'on porte seul le poids d'un lien, il ne s'agit pas de persévérer davantage, mais de prêter attention à ce déséquilibre. Ce déséquilibre révèle beaucoup sur ce que l'on accepte, sur ce que l'on redoute et sur ce que l'on croit mériter. L'un des apprentissages les plus subtils consiste alors à reconnaître la différence entre patience et déni. Attendre que quelqu'un s'ajuste à notre rythme peut être une forme de maturité lorsqu'il existe un réel engagement des deux côtés, mais attendre en l'absence d'action concrète devient une manière d'éviter la vérité. Cette vérité, même lorsqu'elle dérange, libère, elle nous rappelle que l'on ne peut pas grandir en maintenant des illusions actives. Elle nous montre que l'on se fait souvent plus de mal en essayant de retenir quelqu'un que l'on perdrait de toute façon. Cette prise de conscience transforme notre rapport aux autres. On commence à privilégier ce qui est cohérent, ce qui est présent, ce qui répond sans ambiguïté. À mesure que cette lucidité s'installe, on découvre que la dignité émotionnelle n'a rien d'un concept distant. Elle se manifeste dans les choix du quotidien, la manière dont on protège son énergie, la façon dont on fixe des limites, la simplicité avec laquelle on accepte ce qui est et ce qui ne peut pas être. Cette dignité se renforce lorsqu'on cesse de forcer des conversations unilatérales, lorsqu'on arrête d'interpréter chaque silence comme un signe mystérieux, lorsqu'on reconnaît que toute affection qui exige un effort disproportionné finit par devenir une source d'épuisement. C'est pas un retrait amer, c'est un recentrage, une manière de dire à soi-même que l'on mérite un espace où l'on se sent accueilli, non pas toléré. Ce recentrage ouvre la voie à un calme particulier, un calme qui n'est pas fait d'indifférence mais de maturité, et puis on réalise que l'on peut apprécier quelqu'un sans chercher à le convaincre. On peut aimer sans s'attacher à une présence instable, on peut ressentir sans se perdre. Ce calme permet de respirer à nouveau, d'observer les relations sans tension, de choisir avec plus de clarté ce que l'on souhaite laisser entrer dans sa vie. C'est dans ce calme que naît la force intérieure la plus stable, celle qui ne dépend plus de l'écho d'un message ou d'un geste, mais d'une relation apaisée avec soi-même. Cette force ne remplace pas les autres, elle nous prépare à les accueillir différemment, avec moins de peur et davantage de confiance. Il arrive un moment où l'on comprend que la paix intérieure commence réellement lorsque l'on cesse de se transformer en enquêteur des intentions d'autrui. Tant que l'on analyse chaque mot, chaque délai, chaque variation de ton, on vit dans une tension constante qui épuise l'esprit et fragilise le cœur. La quête d'explications détaillées ne fait qu'intensifier la confusion intérieure, car l'on cherche dans les gestes des autres ce qui devrait d'abord être clarifié en soi. Cette quête peut devenir presque automatique. On scrute un message trop court, on interprète une absence, on cherche un sens caché, là où il n'y a souvent qu'un simple manque de disponibilité. Sortir de ce cycle exige un repositionnement profond, passer de l'interprétation à la compréhension, de l'hypervigilance à l'écoute intérieure. Lorsque ce repositionnement commence à s'installer, on apprend à distinguer la différence entre un lien qui respire et un lien qui étouffe. Un lien qui respire n'impose pas d'effort permanent pour subsister, il se maintient naturellement, porté par un intérêt sincère. Un lien qui étouffe, au contraire, exige une attention constante, comme si le moindre relâchement risquait de le faire s'effondrer. Cette distinction, une fois intégrée, change radicalement notre manière d'aborder les relations.
On se rend compte que ce que l'on prenait pour un signe de passion ou d'implication n'était parfois qu'une forme d'angoisse dissimulée. Laisser respirer un lien, c'est accepter l'idée que l'autre n'est pas toujours disponible, que les vies se superposent sans toujours se synchroniser, et que l'absence n'est pas forcément synonyme de désintérêt. Mais c'est aussi reconnaître que certaines absences répétées ne sont pas dues au hasard, mais à un choix. Mais cette reconnaissance est souvent douloureuse car elle nous oblige à regarder les choses avec plus de réalisme. Accepter qu'une personne ne nous accorde pas la place que l'on espérait ne diminue pas notre valeur, mais révèle un décalage entre nos attentes et la réalité. Ce décalage, une fois admis, ouvre un espace nouveau. Dans cet espace, on peut enfin reconsidérer les liens, non pas selon ce que l'on souhaite, mais selon ce qu'ils offrent réellement. Cela demande de la douceur envers soi-même, car il ne s'agit pas de se blâmer pour avoir espéré, mais d'apprendre à ne plus s'attacher à des potentialités. Les relations ne sont pas des promesses, ce sont des présences. Et ces présences, lorsqu'elles sont sincères, se reconnaissent dans la constance, la cohérence et le respect. Au fur et à mesure que l'on avance sur ce chemin, on découvre que la stabilité émotionnelle naît souvent de décisions silencieuses. Décider de ne plus alimenter des échanges superficiels, décider de ne plus insister, décider de ne plus remettre son calme entre les mains de signaux ambigus, ces gestes ne font pas de bruit, mais transforment profondément la manière dont on se sent. Ce sont de petits actes de protection intérieure qui, mis bout à bout, créent une base solide. Cette base devient un repère, un point d'équilibre, un lieu où l'on revient à chaque fois que les émotions s'agitent. Elle nous rappelle que l'on n'a pas besoin de forcer un lien pour exister dans la vie de quelqu'un. Ce qui est juste trouve sa place sans lutte, sans course, sans tension. Et puis, dans cette nouvelle manière d'être, on découvre quelque chose d'inattendu. L'apaisement ne nous éloigne pas des autres, il rend nos relations plus saines. En étant moins dépendant de la réaction de l'autre, on devient plus présent, plus authentique, plus attentif à ce que l'on ressent réellement. On cesse d'être dans l'attente et l'on commence à être dans l'accueil. Cet accueil transforme nos conversations, nos gestes et notre façon de nous relier. On découvre que l'on peut être profondément attaché à quelqu'un sans être prisonnier de son attention. C'est là que commence le véritable bonheur intérieur, celui qui ne s'effondre pas lorsque l'autre se tait, celui qui continue de vivre même dans le silence, parce qu'il est construit sur une présence plus essentielle, la nôtre. Au fil de cette maturation intérieure, on réalise que l'une des sources les plus subtiles de souffrance vient du fait de confondre l'attention avec l'affection véritable. Il est facile de s'attacher à des gestes occasionnels, à des paroles aimables prononcées par intermittence, à des élans qui semblent prometteurs mais qui se dissipent aussi vite qu'ils sont apparus. Ces moments créent une forme d'illusion affective. Ils donnent l'impression d'être choisi, considéré, important aux yeux de l'autre. Pourtant, lorsqu'on observe avec plus de recul, on constate que ces gestes ne constituent pas un engagement, seulement une apparition fugace. Dans cette prise de conscience, on apprend à différencier ce qui nous touche de ce qui nous construit, ce qui nous attire, de ce qui nous fait du bien. C'est un tri délicat mais essentiel. Cette distinction change profondément notre rapport au lien humain. On commence à comprendre que la présence sincère n'a rien de spectaculaire. Elle se manifeste dans le quotidien, dans l'accord silencieux, dans le respect des limites, dans l'écoute attentive. Elle se reconnaît à la manière dont l'autre revient vers nous sans qu'on ait besoin de tendre la main en permanence. Il existe une force tranquille dans ces présences stables, une forme de douceur qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à être là. Cette stabilité contraste fortement avec les attentions sporadiques, qui produisent souvent plus de confusion que de réconfort. Lorsqu'on prend conscience de cette différence,
L'œil devient plus clair, le cœur devient plus patient, et l'esprit cesse d'idéaliser ce qui ne tient pas dans la durée. Dans cette clarté nouvelle, on apprend aussi à reconnaître nos propres mécanismes. On réalise que certaines attentes ne viennent pas de l'autre, mais de nos besoins non formulés, de nos peurs anciennes ou de nos blessures encore sensibles. Comprendre cela n'est pas une faiblesse, c'est une manière de se reconnaître en profondeur. Lorsque l'on identifie ces besoins intérieurs, on peut enfin les prendre en charge au lieu d'attendre que quelqu'un les devine. Cette démarche nous ramène à une forme d'autonomie émotionnelle qui ne rejette pas les autres, mais clarifie les rôles. Personne n'est responsable de combler un manque que l'on n'a jamais exploré. Cette compréhension permet d'entrer dans les relations avec plus d'authenticité et moins d'attentes implicites. À mesure que l'on se rapproche de soi, un sentiment inattendu apparaît, celui de ne plus se sentir en concurrence avec l'absence de l'autre. Lorsque l'on cesse d'interpréter le silence comme un jugement, on peut enfin l'entendre comme un simple état, parfois révélateur, parfois neutre. On devient capable de distinguer ce qui relève du rythme de l'autre et ce qui révèle un déséquilibre relationnel. Ce discernement, une fois intégré, apaise des tensions qui auparavant semblaient insurmontables. Au lieu de réagir impulsivement, on commence à écouter ce que cela éveille en nous, à comprendre ce qui appartient à notre histoire et ce qui relève d'un décalage réel dans la relation. C'est dans cette maturité nouvelle que l'on découvre que l'autonomie émotionnelle n'est pas une posture dure ou distante. C'est une douceur envers soi-même, une capacité à ne plus courir derrière des signes qui n'arriveront pas, une manière de protéger sa paix sans se fermer au monde. Plus on se stabilise intérieurement, plus on peut accueillir les autres pour ce qu'ils sont sans chercher à les façonner selon nos attentes. Cette liberté n'éloigne pas, elle rapproche. Elle atténue les tensions, elle ouvre la voie à des liens plus équilibrés, elle permet d'aimer sans se trahir. Et c'est paradoxalement dans cette autonomie que l'on découvre la plus grande vérité. Plus on cesse d'attendre que quelqu'un nous rende heureux, plus on devient disponible pour un bonheur qui dure réellement. Au terme de ce cheminement intérieur, quelque chose d'essentiel commence à se révéler. La liberté émotionnelle n'est pas une rupture avec le monde, mais une manière plus saine de s'y tenir. On comprend enfin que l'on peut être profondément attaché sans s'effacer, que l'on peut aimer sans se disperser, que l'on peut accueillir sans se perdre. Cette découverte ne se fait pas en un jour, elle naît de multiples déclics, parfois discrets, parfois bouleversants, où l'on réalise que la valeur d'un lien ne se mesure pas à son intensité ponctuelle, mais à la paix qu'il apporte. Plus on avance, plus on voit que les relations qui nourrissent sont celles qui laissent de l'espace à chacun, où la présence est une évidence et non une conquête. C'est à ce moment que l'idée de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureux prend une autre dimension. Il ne s'agit pas de se suffire à soi-même dans un isolement volontaire, mais de découvrir que le noyau de notre stabilité ne peut pas dépendre d'un autre cœur. Les relations deviennent alors des enrichissements, jamais des béquilles. Elles ne sont plus des refuges où l'on tente d'oublier ses fragilités, mais des lieux où l'on se présente entier, conscient, apaisé. En vivant cette autonomie intérieure, on cesse d'exiger que quelqu'un apaise nos tensions ou comble nos manques, et on commence à partager au lieu de chercher à se réparer à travers l'autre. Dans cette dynamique nouvelle, un phénomène intéressant apparaît, les peurs diminuent. La peur d'être oublié, la peur de ne pas être choisi, la peur que l'autre s'éloigne, perdent de leur pouvoir. Non pas parce qu'elles disparaissent entièrement, mais parce que l'on comprend qu'elles ne définissent plus notre réalité. Lorsque la valeur personnelle n'est plus indexée sur la constance de quelqu'un d'autre, on cesse de se sentir en danger au moindre silence.
On se découvre capable d'aimer tout en conservant une paix profonde, une paix qui ne s'effondre pas au premier signe d'incertitude. Cette paix nous permet d'être plus présents, plus confiants, plus disponibles pour des liens authentiques et peu à peu, sans effort excessif, quelque chose change dans la manière dont on attire les autres. La sérénité intérieure agit comme un signal. Elle montre que l'on n'est pas animé par la peur de manquer, que l'on ne cherche pas désespérément à être vu, que l'on avance avec une dignité qui ne demande ni explication ni justification. Ce type de présence inspire. Il attire non pas par séduction, mais par cohérence. Les personnes qui résonnent avec cette stabilité se rapprochent naturellement, tandis que celles qui n'étaient là que par intermittence s'éloignent d'elles-mêmes. Ce mouvement naturel n'a rien d'une perte, c'est un tri spontané, une clarification douce mais profonde. C'est dans cet espace épuré que l'on découvre le véritable secret du bonheur intérieur, la capacité d'être bien en soi avant d'être bien avec quelqu'un. Ce n'est pas un retrait de la vie, mais une manière plus pleine de la traverser. En plaçant notre cœur dans un terrain solide, on crée les conditions pour des relations plus équilibrées où l'on ne demande pas à l'autre de combler un vide, mais de partager un chemin. C'est une forme de maturité qui n'a rien de froid ou de distant. Elle est chaleureuse, paisible, ancrée. Elle rappelle que le bonheur ne se trouve pas en cherchant quelqu'un qui nous complète, mais en découvrant que l'on peut aimer depuis un lieu qui ne chancelle pas. Alors seulement, les relations deviennent véritablement libres et la présence de l'autre cesse d'être une nécessité pour devenir un choix.